Nous sommes en 1980. L'industrie du jeu vidéo, lancée seulement quelques décennies auparavant, est alors en pleine expansion. Les consoles de salon et les bandes d'arcade connaissent un succès phénoménal soutenu par des jeux vidéo qui concentrent toutes les attentions. Pac-Man, Space Invaders, Pong, à cette époque ces noms résonnaient dans tout lieu où l'on pouvait trouver une borne et symbolisaient à leur seule mention l'âge d'or du jeu vidéo d'arcade. Au début des années 80, leur popularité était telle qu'on pensait que rien ne pouvait ébranler le monde vidéoludique. Pourtant, au début des années 70, une entreprise du nom de Nintendo, jusqu'alors tournée vers le marché des cartes à jouer, fait le choix d'investir dans l'industrie du jeu vidéo. Étonnamment, Nintendo connaît un certain succès, notamment au Japon où la Color TV Game, la console de salon, domine le marché. En 1978, la société japonaise développe et met en vente son tout premier jeu vidéo officiel, Computer Othello. Mais les jeux qui suivirent essuièrent tour après tour des échecs qui étouffèrent petit à petit les espoirs de l'entreprise nippone. En 1981, tout s'embrasse chez Nintendo. Shigeru Miyamoto, un jeune game designer de 28 ans, imagine et conçoit un jeu dans lequel Hiroshi Yamauchi, le PDG de Nintendo à cette époque, fonde beaucoup d'espoir, Donkey Kong. Considéré à ce jour comme l'un des premiers jeux de plateforme, Donkey Kong révolutionne le jeu d'arcade par ses cinématiques, ses niveaux de jeu multiples et surtout, la possibilité de sauter dans un jeu. Le scénario est simple, un charpentier du nom de Jumpman doit sauver une demoiselle en détresse, Pauline, capturée par l'infâme gorille Donkey Kong. Le jeu sort le 9 juillet 1981, le succès est total. 2 ans plus tard, Shigeru Miyamoto conçoit une suite de Donkey Kong sur bande d'arcade, centrée sur le personnage de Jumpman dont il change le nom en Mario. Mario Bros est un jeu d'arcade sorti en 1983 dans lequel Mario et son frère doivent vaincre des monstres provenant des égouts de New York. En 1985, le personnage de Mario fait sa première apparition sur les consoles de salon. C'est dans l'objectif de donner un dernier élan à la Famicom que Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka développent un nouveau jeu. Ce jeu est aujourd'hui connu de tous et toutes car il représente la naissance d'une franchise à succès inégalable, d'un véritable mythe culturel et de la plus grande figure vidéoludique de tous les temps. Ce jeu, c'est Super Mario Bros. Avant de continuer l'histoire de la licence en elle-même, je pense qu'il est important de revenir sur le personnage même de Mario afin de préciser ce qu'il est et d'où il vient. Avant d'être plombier, Mario était charpentier. Pourquoi ? Tout simplement parce que le jeu Donkey Kong se déroule sur un chantier. Non, en fait, il existe une deuxième raison. Avant d'imaginer Donkey Kong, Miyamoto voulait développer un jeu sur Popeye, célèbre héros de bande dessinée. N'ayant pas les droits d'utilisation des personnages de la série, Miyamoto a changé les personnages en gardant le même pattern, gorille méchant, petit ami à sauver et charpentier. Oui, parce que Popeye n'était pas que marin, en fait il était un peu de tout. Mais dans ce cas, pourquoi Mario est-il devenu plombier ? La réponse est simple, c'est à cause des contraintes techniques que présentait le design de Mario. À l'ère 8 bits, les développeurs disposaient de peu de pixels pour construire le design de leurs personnages. Pour Mario, il était impossible de dessiner une bouche ou de reproduire le mouvement des cheveux. Pour résoudre ces problèmes et pour simplifier le travail, il fut doté d'une moustache et d'une casquette. De plus, les programmeurs lui attribuèrent les couleurs bleu et rouge pour créer un contraste, et des gants blancs pour simuler le mouvement des bras. Quant à son nom Mario, il a été choisi en référence au propriétaire des locaux de Nintendo of America, Mario Segale. Au final, grâce à son succès et son look, il n'a pas fallu bien longtemps pour comprendre que Mario pourrait devenir une icône de Nintendo, voire même du jeu vidéo qui, à terme, pourrait même rivaliser avec la plus grande figure de l'animation américaine, Mickey Mouse de Walt Disney. Ah, la fameuse concurrence éternelle entre le Japon et les États-Unis. Revenons maintenant à l'histoire de la licence. Super Mario Bros sort le 13 septembre 1985 sur la console de salon de Nintendo, la NES. Le succès est inédit. Le jeu s'écoule à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait le jeu le plus vendu de tous les temps, jusqu'en 2009 où le record a été battu par Wii Sport. Super Mario Bros popularise ce qui deviendra par la suite des symboles du jeu vidéo, les boss de fin de niveau, les niveaux à défilement horizontal, en 2D donc, le niveau de difficulté modulable, les power-ups et la célèbre musique du jeu composée par l'illustre Koji Kondo. Par ailleurs, le scénario, bien que relativement simple, sera réutilisé en partie dans la plupart des jeux de la franchise. Le plombier Mario doit aller sauver la princesse du royaume champignon, Peach, détenue par le redoutable monstre Bowser. De nombreux personnages apparaissent d'ailleurs de façon récurrente, des personnages devenus presque aussi emblématiques que Mario. Luigi, Yoshi, Toad, Wario, Koopa ou encore les Goombas. Le gameplay, quant à lui, n'est pas plus compliqué, dans ce premier jeu en tout cas.
Il consiste à arriver à la fin d'un niveau linéaire en 2D en évitant des obstacles ou en sautant sur des ennemis pour les vaincre, tout en récoltant des bonus comme des pièces ou des objets qui offrent certaines capacités à Mario. En 1987 sort la suite tant attendue de Super Mario Bros. Super Mario Bros 2. Même s'il ne s'agit pas de l'original, oui, parce qu'en fait il s'agit plutôt d'une adaptation d'un autre jeu conçu par Shigeru Miyamoto, Yume Kojo Doki Doki Panic. Le vrai Super Mario Bros 2 est sorti en 1986 sous le nom de Super Mario Bros The Lost Levels, dans le monde entier sauf au Japon où il porte bien le nom de Super Mario Bros 2. Le jeu n'a pas été commercialisé hors des frontières nippones car il a été jugé trop difficile et trop similaire au premier opus. En 1988, Super Mario Bros 3 sort au Japon sur la NES. Il sortira aux États-Unis en 1990 et en Europe en 1991. La grande peur des joueurs, mais aussi des développeurs, était de faire une suite de trop, une suite qui ne soit pas à la hauteur des espérances. Imaginez alors le soulagement lorsque le grand public prit connaissance de toutes les nouveautés ajoutées à cet épisode. De nouvelles fonctionnalités, de nouveaux ennemis à combattre, de nouvelles régions à explorer. Bref, le succès fut une fois de plus au rendez-vous. Le jeu est acclamé à l'unanimité par les critiques qui le considèrent pour beaucoup comme meilleur que le premier Super Mario Bros. Cependant, Nintendo a pour objectif de dominer également le marché des consoles portables, et pour propulser la Game Boy, rien de mieux qu'un nouveau jeu Mario. Pour la première fois, le jeu n'est pas conçu par Shigeru Miyamoto, mais est réalisé par Satoru Okada et est produit par Gunpei Yokoi. Super Mario Land, sorti en 1989, est lui aussi un succès commercial, et impressionnant en particulier par son gameplay. Le scénario est un peu différent, puisque Mario doit sauver la princesse Daisy dans le royaume de Sarasaland, mais globalement l'idée de base reste la même. Le jeu aura deux suites également sur Game Boy. Une en 1992, Super Mario Land 2, Six Golden Coins, dans lequel Mario doit reprendre son château, pris d'assaut par son double maléfique Wario, et doit pour réussir à y pénétrer récolter 6 pièces d'or réparties dans 6 zones. L'autre, en 1994, se nomme Super Mario Land 3 Wario Land. Le changement principal, c'est que l'on ne contrôle que le personnage de Wario qui, après sa défaite contre Mario, a pour objectif de s'acheter son propre château. Le jeu a été plutôt bien accueilli malgré l'absence de Mario. Les Super Mario Land confirment donc le potentiel de la Game Boy. Avec l'arrivée de la génération 16 bits, une nouvelle console de salon est conçue pour succéder à la NES et concurrencer les autres consoles 16 bits comme la Mega Drive de Sega. En 1990 sort la Super Nintendo, ou la Super NES, et avec elle un nouveau jeu signé Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka, Super Mario World. Outre la nette amélioration graphique, Super Mario World est le premier jeu à introduire le personnage de Yoshi, un dinosaure qui va aider Mario et Luigi à sauver la princesse Peach, mais aussi ses amis. Bien que la crainte de passer dans l'ombre de Sonic the Hedgehog, le jeu phare de Sega, était omniprésente, le nouveau jeu Mario a été très bien accueilli tant par les critiques que par ses ventes, puisqu'il a été écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires. En 1995, Super Mario World fait l'objet d'une suite, Yoshi's Island. Cette fois-ci, Yoshi est officiellement la figure principale du jeu en question, avec bébé Mario évidemment, mais il fut surprenant de voir un jeu sortir aussi tard sur la Super Nintendo alors que la 3D commençait déjà à faire son apparition sur certaines consoles comme la Saturn de Sega et la PlayStation de Sony. Pourtant, cette révolution du jeu vidéo n'a pas empêché à Yoshi's Island d'être adulé par le grand public. Le nouveau style graphique fut d'ailleurs très apprécié. Néanmoins, avec l'arrivée des processeurs 32 bits, nombreuses sont les entreprises de jeux vidéo qui envisagent de produire de nouveaux jeux en 3 dimensions. Comme je vous l'ai dit, la Saturn de Sega et la PlayStation de Sony, qui sont des consoles se concentrant presque exclusivement sur la 3D, dominent le marché des consoles par leur innovation et détrônent Nintendo qui était jusqu'en 1995 à son apogée. La transition vers la 3D pour Nintendo se fait très tardivement et la nouvelle console de Nintendo, la Project Reality, rebaptisée Nintendo 64, fait son entrée sur le marché en 1996, près de 2 ans après le succès inattendu de la PlayStation. De ce fait, la nouvelle console de Nintendo, tout comme la console de Sega, n'arrivèrent pas à voler la vedette à Sony. Si la Nintendo 64 ne fut pas un grand succès, elle ne peut pas non plus être considérée comme un échec, car certains de ces jeux ont connu un succès tellement immense qu'ils engendrèrent des bénéfices à proprement parler exceptionnels. On peut citer le mythique Zelda Ocarina of Time certes, mais le jeu le plus populaire de la console est pourtant bien le nouveau et premier jeu Super Mario en 3D libre, Super Mario 64. Alors que plusieurs grandes icônes du jeu vidéo ont complètement raté leur passage à la 3D, comme la star de Sega Sonic,
Mario, lui, réussit admirablement sa transition et offre un jeu dont la 3D est assez révolutionnaire pour l'époque. Un système de caméra dynamique, une nouvelle utilisation du joystick, un sens du détail développé, Super Mario 64 renouvelle le genre du jeu de plateforme et pose les bases de la 3 dimensions. Les critiques saluent l'effort graphique et le gameplay travaillé. Il ne s'agit plus seulement de finir des niveaux linéaires, il s'agit d'explorer des mondes entiers afin de récolter des étoiles, de combattre des boss, de résoudre des énigmes dans le but de sauver la princesse Peach du monstre Bowser. Le scénario est classique et pourtant le jeu se démarque par son originalité. Le succès commercial est d'ailleurs bien réel puisque ce ne sont pas moins de 11,8 millions de cartouches qui se sont écoulées dans le monde. Il a également reçu de nombreuses distinctions telles que meilleur jeu de l'année ou encore meilleur jeu de tous les temps et a même fait l'objet d'un remake sur Nintendo DS une décennie plus tard. D'ailleurs, en parlant de remake, entre 1999 et 2003 sortent tour à tour des rééditions des Super Mario Bros et des Super Mario World sur console portable. Les jeux sortent sur Game Boy Advance et portent le nom de Super Mario Advance. Suite à l'engouement qu'avait suscité Super Mario 64, plusieurs suites du nom de Super Mario 64 2 et Super Mario 128 avaient été envisagées avant d'être finalement abandonnées au profit d'un nouveau jeu en 3D, Super Mario Sunshine. Le jeu est sorti en 2002 sur la nouvelle console de salon de Nintendo, la GameCube, ou de son ancien nom, la Dolphin, une console conçue pour concurrencer la Xbox de Microsoft, la PlayStation 2 de Sony et la Dreamcast de Sega, et qui abandonne les cartouches pour un format mini DVD. Super Mario Sunshine s'impose comme un succès commercial, mais comme un échec au sein de la licence phare de la firme japonaise. Malgré des critiques élogieuses sur le scénario, le gameplay, les graphismes ou encore la musique, Super Mario Sunshine n'a pas su être à la hauteur des espérances de Nintendo avec seulement 6,3 millions d'unités vendues. L'ambiance estivale de l'île Delfino et les possibilités qu'offre l'appareil Jet pour Mario n'ont pas su le démarquer suffisamment de son prédécesseur, et Mario Sunshine a ainsi le sentiment de passer dans l'ombre de Super Mario 64, à l'instar de Zelda Majora's Mask, la suite de Zelda Ocarina of Time. « 20 ans après le premier Super Mario Bros. Et à l'aube de la 7ème génération de consoles, Nintendo développe New Super Mario Bros. En 2006 sur leur nouvelle console portable à succès, la Nintendo DS. Le jeu reprend le même système que l'original, mais les améliorations sont acclamées par les critiques à sa sortie. La bande-son, le gameplay, les graphismes, le populaire New Super Mario Bros. Est considéré comme l'un des meilleurs jeux DS avec le remake de Mario 64 ou encore les versions Diamant et Perle de Pokémon. Son succès est foudroyant et représente aujourd'hui près de 31 millions d'unités vendues dans le monde. Il est tel que le jeu aura droit à une adaptation sur Wii, la console de salon de Nintendo, avec New Super Mario Bros. Wii sorti en 2009. Le scénario diffère mais les bases restent inchangées. Cependant, on peut noter la difficulté revue à la hausse par rapport à la version DS qui avait été jugée un peu facile et le gameplay exploite désormais les caractéristiques de la Wiimote. Les New Super Mario Bros sont des jeux en 2D mais utilisent parfois des textures en 3D pour leurs personnages et certains objets. Le succès de la version Wii est très similaire à celui sorti sur DS, si bien que les jeux connurent des suites lors de l'avènement de la 8ème génération de consoles. New Super Mario Bros. U sort sur Wii U en 2012 et exploite cette fois-ci le système du gamepad et la haute définition que propose la console. Pour l'anecdote, le jeu connut une campagne additionnelle dans laquelle on pouvait jouer avec le personnage de Luigi, New Super Luigi U. En parallèle au jeu sur Wii U fut développée une version Nintendo 3DS, New Super Mario Bros. 2. Le jeu est plutôt bien reçu mais on lui reproche sa faible durée de vie ainsi que son manque d'innovation. Après le succès de Super Mario 64 et le semi-échec de Super Mario Sunshine, Nintendo voulait développer un jeu encore plus innovant et confier la direction du développement du prochain jeu 3D à Yoshiaki Koizumi. Pourtant, c'est bien Shigeru Miyamoto qui imagine son concept initial. Il fallait un jeu de plateforme dans lequel on pourrait exploiter la gravité et faire apparaître des planètes comme surface de jeu. Et pour que l'idée soit complètement acceptée et concrétisée, cela n'a pas été simple du tout. Miyamoto a dû se battre pour que l'idée de jeu avec la gravité soit bien utilisée, et une fois le concept accepté, le développement fut long et laborieux. Il fallait que cela soit jouable. Si la caméra n'a pas particulièrement aidé les développeurs, c'est la manette de la GameCube qui posait problème puisqu'elle rendait le gameplay un peu trop complexe. Heureusement, avec l'arrivée de la Wii, les problèmes se réglèrent plus facilement grâce aux possibilités qu'offrait la Wiimote et le Nunchuck. Le jeu sort sur Wii en 2007 sous le nom de Super Mario Galaxy. Dans le jeu, Mario doit aller sauver Peach de Bowser, mais doit également sauver l'univers que ce dernier souhaite conquérir. Les niveaux ne sont plus des matérialisations de tableaux ou des régions du Nil ensoleillées, mais bien des galaxies entières à explorer. Le résultat de ces milliers d'heures de travail porte leurs fruits puisque le succès est une fois de plus au rendez-vous avec près de 13 millions de ventes à ce jour. Côté critique, le jeu impressionne par sa qualité technique. L'exploitation du genre de la plateforme 3D atteint des sommets, elle est à son paroxysme. La bande son, le scénario, le gameplay, les graphismes, le jeu est ovationné pour son originalité et sa direction artistique et obtint même plusieurs récompenses. À peine quelques temps après que le jeu soit sorti, qu'une suite améliorée était déjà sur les rails. En 2010, c'est au tour de Super Mario Galaxy 2 de sortir sur la Wii. Et à la grande surprise générale, le jeu
surpassa même son prédécesseur tant les possibilités qu'avait déjà offertes Super Mario Galaxy furent exploitées de façon encore plus poussée et apporta des améliorations comme par exemple l'apparition de Yoshi. La créativité était telle que les critiques furent unanimement positives sur ce nouveau Mario en 3D. Néanmoins, les ventes ne s'élevèrent qu'à 6 millions d'exemplaires. Avec l'arrivée de la Nintendo 3DS, Nintendo décide de sortir un jeu Super Mario qui mélangerait à la fois le défilement horizontal en 2D et les caractéristiques d'un jeu en 3D, pour combler l'écart entre les deux et réunir les adeptes de la 2D et les fans de la 3D. Le pari était risqué mais ce fut une réussite. En 2011, Super Mario 3D Land sort sur 3DS et est très bien accueilli par la presse spécialisée qui salue la conception technique des niveaux ainsi que la créativité. Quant au scénario, il est encore une fois peu mis en avant et est très similaire à ceux des Super Mario Bros. Dans la lignée de Super Mario 3D Land, sort sur la Wii U en 2013 Super Mario 3D World. Le jeu reprend la combinaison 2D et 3D et la caméra qu'il n'est pas possible de faire pivoter à 360 degrés. Le jeu conçu par Yoshiaki Koizumi, le concepteur de Mario 3D Land et des deux Mario Galaxy, ne connaît pas un immense succès, mais est très apprécié pour ses parties en multijoueur local. En 2015, pour les 30 ans de la mascotte de la firme japonaise, Nintendo sort Super Mario Maker sur Wii U. En plus des niveaux à défilement horizontal classique, le jeu propose pour la première fois un éditeur de niveaux. Il est désormais possible de concevoir intégralement des niveaux de Super Mario en 2D, de les jouer et même de les partager aux autres joueurs dans le monde entier qui peuvent eux-mêmes les essayer. Encore une fois, le jeu est salué pour son originalité et le jeu est adapté sur Nintendo 3DS en 2016. La même année et en 2017, Nintendo s'essaye aux applications mobiles en commercialisant Super Mario Run, un jeu de plateforme dans lequel Mario se déplace de façon automatique. Il suffit donc d'amener Mario à la fin du niveau en évitant les différents obstacles ou en sautant sur des ennemis. Le concept est assez sympa, mais on lui reproche d'avoir une trop faible durée de vie et d'être un peu trop cher pour un jeu mobile. Le petit dernier de la série de Super Mario sort en 2017 sous le nom de Super Mario Odyssey. Il s'agit d'un Super Mario en 3D qui suit la même ligne directrice que Super Mario 64 en termes de gameplay. Graphiquement, le jeu est incroyable. En haute définition, Mario peut explorer de sublimes niveaux en open world et peut même passer en 2D en plein milieu d'une zone en 3D. Réalisé par Kenta Motokura et produit par Yoshiaki Koizumi, le nouveau gros titre de Nintendo a pour but de créer plus de liberté aux joueurs, mais aussi d'innover en apportant quelques surprises, et notamment le personnage de Cappy. Ce dernier n'est autre que la casquette de Mario mais possède plusieurs particularités, comme le fait de prendre le contrôle de personnages et d'objets et utiliser leurs propres capacités. Par conséquent, le gameplay devient encore plus riche qu'il ne l'était déjà, et les concepteurs ont su y ajouter une touche de fun assez sympathique. Le jeu a connu une grande popularité sur les réseaux sociaux à sa sortie, et les critiques louent l'originalité et les risques qu'ont pris les développeurs en s'éloignant de la recette principale, sans pour autant dénaturer la saga Mario. Le jeu se prête d'ailleurs parfaitement bien à la Switch, première console hybride, c'est-à-dire à la fois portable et fixe, de Nintendo. Super Mario Odyssey connaît le meilleur lancement de tous les temps pour un jeu Super Mario, et actuellement les ventes sont estimées à 12 millions d'unités, écoulé en moins d'un an, ce qui en fait d'ores et déjà un grand succès. Bref, 37 ans après sa première apparition, la mascotte de Nintendo est encore au meilleur de sa forme. Si l'on cumule les ventes de tous les jeux Super Mario, la série devient la plus vendue de tous les temps, avec un peu plus de 300 millions de jeux vendus à l'heure actuelle. Mario devient un emblème si important pour la firme nippone et même pour le jeu vidéo en lui-même, que Nintendo a développé de nombreuses séries qui reprennent l'univers de Mario, mais qui se basent sur d'autres genres que le jeu de plateforme. Ainsi, la franchise Mario compte bien plus de jeux que les Super Mario. On peut en dénombrer plus de 200, dans lesquels Mario fera parfois du kart, comme dans les célèbres Mario Kart, ou bien encore du tennis, du golf, du basket et bien d'autres sports. Mario fait aussi des mini-jeux dans les très populaires Mario Party et fait éruption dans l'univers des RPG avec les fameux Paper Mario ou avec son frère Luigi dans la saga Mario et Luigi. Sans oublier les jeux de puzzle inspirés de Tetris Dr Mario, les jeux de réflexion Mario contre Donkey Kong ou bien encore les crossovers avec d'autres figures célèbres du jeu vidéo comme Sonic par exemple dans la série des Mario et Sonic aux Jeux Olympiques ou encore les personnages de Nintendo dans les Super Smash Bros et même les lapins crétins récemment dans le jeu Kingdom Battle. Parfois ce sont même des personnages de l'univers Mario qui volent la vedette à ce dernier. On l'a vu avec Wario Land et Yoshi's Island, mais on peut aussi mentionner Super Princess Peach, Captain Toad Treasure Tracker, ou bien les très appréciés Luigi's Mansion. Au final, les jeux appartenant à la franchise Mario ont été vendus à près de 600 millions d'exemplaires, ce qui en fait, et de loin, la franchise de jeux vidéo la plus populaire de tous les temps. Le succès de Mario est tellement colossal qu'une multitude de produits dérivés voit le jour chaque année. En plus des peluches, figurines, jouets et autres goodies, l'univers du symbolique Mario a même eu droit à des adaptations en séries animées et en films basées sur les Super Mario Bros. Bon, même s'ils sont plus ou moins oubliables, bah c'est pas rien. Mario a connu aussi une adaptation en animé japonais, il existe même un manga, Super Mario. Comme quoi, même sur des médias autres que vidéoludiques, le plombier moustachu de chez Nintendo réussit à se faire une place.
Pour être clair, le succès de Mario est incommensurable et la société japonaise Nintendo a engrangé des bénéfices absolument immenses grâce à sa mascotte qui finalement n'est pas qu'un héros ordinaire avec un gros nez et une casquette. Mario est bien plus que cela. Si après presque 40 ans son succès n'a pas diminué, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, il est transgénérationnel. Ce qui fonctionne, c'est le contraste entre le personnage un peu ringard, vieillot de Mario, et son univers coloré, familier, presque enfantin, couplé avec, à chaque fois, une exploitation d'innovation technologique. C'est ce qui rend Mario et son univers très accueillants. La force de Mario, c'est que petits et grands peuvent y jouer avec plaisir, ce qui rend le jeu indémodable. Mais s'il est intemporel, Mario est aussi universel. Ce qui fonctionne pour toucher un public encore plus large, c'est sa diversité, tant entre les différents genres auxquels touche Mario, qu'aux jeux d'une même série comme les Super Mario, qui se renouvellent à chaque fois. Et puis, merde quoi, les Mario sont impressionnants graphiquement, musicalement et techniquement. Ils sont acclamés pour leur créativité et leur variété. Mario est un véritable symbole, c'est l'allégorie du jeu vidéo, de cet univers infini qu'il représente dans la culture populaire. Alors la prochaine fois que vous jouerez à un Mario, dites-vous juste que derrière ce jeu, il y a un univers infini et toute une histoire qui ne cessera jamais de s'écrire. À la prochaine tout le monde.